Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Parole de Burn-out, bonne écoute. Arnaud, ancien directeur adjoint d'une agence digitale, revient sur un moment charnière de sa carrière. Une promotion qu'il n'a pas choisie mais qu'on lui a imposée sous couvert de reconnaissance. Arnaud nous parle de cette montée en pression, des signaux ignorés et de cette sensation de ne plus savoir comment agir sans risquer de mal faire. C'est une plongée dans un quotidien fait de doubles contraintes, de pression sourde et de solitude managériale. Bonjour Arnaud. Bonjour. Enchanté de t'accueillir sur mon podcast. Tu as répondu à un appel à témoignage de ma part auprès de personnes victimes de burn-out. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu viens ici pour témoigner ? Merci de m'accueillir déjà. Pourquoi je viens ici témoigner ? J'ai cet espoir que ça puisse aider des gens qui sont dans la même situation que j'ai vécu, que je vis encore, puisque je ne suis pas encore totalement sorti. Donc si ça peut aider dans cette démarche et de faire prendre conscience que le burn-out est un fléau aujourd'hui dans le monde professionnel, je suis ravi de pouvoir le faire. Et puis c'est peut-être aussi un peu une thérapie d'en parler avec toi. Si ça peut aider, dans tous les cas, tant mieux. Dans tous les cas, je suis certain que pour les gens qui vont entendre et qui viendront écouter, ça les aidera par ailleurs et ça résonnera. Pour en parler, justement, déjà, peut-être pour commencer, dire ton contexte professionnel. Donc, globalement, dans quoi tu travailles ? Ok, moi je travaille dans le digital. Je suis un professionnel du digital. Pour être un peu plus précis, j'ai fait beaucoup de gestion de projet, de direction de projet, où en gros mon rôle c'est de m'assurer que la fabrication de sites internet, de plateformes digitales se passe bien. Je fais l'interface entre un client, un besoin et des équipes de développement. Je fais le lien pour m'assurer que tout se passe bien, qu'on reste dans les budgets, les délais et que le projet aboutit finalement. Ok, et tu faisais ça depuis combien de temps avant que ça ne bascule ? Alors moi ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille exclusivement dans le web. J'ai eu un premier bout de carrière au sein d'une grande entreprise et puis il y a maintenant 3 ans, j'ai quitté le monde de l'entreprise pour aller dans une agence digitale, donc spécialisée dans la création de plateformes. Et c'est là que c'est arrivé. C'est quand j'ai changé de travail au bout d'un moment, puisqu'en fait j'ai intégré cette agence à un premier poste. Et au bout d'un an, un petit peu moins d'un an et demi, la direction m'a proposé de devenir directeur adjoint de cette agence. Jusque-là, tout se passait bien. J'avais de très bons résultats avec mon équipe. C'est vrai qu'on avait bien développé l'activité qui était sous ma responsabilité. Donc ça marchait très bien. On était dans une phase, on va dire, avec mon directeur de lune de miel. C'est une situation, donc il m'a nommé finalement directeur adjoint de l'agence. Il m'a nommé, j'insiste bien sur ce terme nommé, c'est-à-dire que c'était pas un choix de ma part. D'ailleurs, je pense que c'était un des premiers éléments, c'est que ça a été une nomination contrainte. Parce que tu aurais voulu autre chose, ou en tout cas, c'était pas ton projet de devenir directeur adjoint. Non, pas du tout. Moi, j'étais bien où j'étais. Mais mon directeur a décidé de supprimer cette activité, de réorganiser un petit peu l'agence. Et en fait, du jour au lendemain, il m'a dit « Tu deviens directeur adjoint, c'est ça ou rien ». Donc, alors, tel que tu le présentes, on a l'impression d'un cadeau empoisonné. C'est-à-dire, on te dit, on te fait une fausse promotion ou c'était une vraie promotion ? Alors, pour lui, c'était une vraie promotion. En tout cas, c'est comme ça que ça m'a été présenté. Pour moi, oui, puisque j'ai toujours, et je pense que c'est aussi un des premiers vecteurs de ce qui m'a mené au burn-out, c'est que moi, je suis assez attaché à ma liberté et à mon autonomie. Et ne serait-ce que mon autonomie de choix. C'est-à-dire de pouvoir choisir et discuter d'une promotion qu'on me fait. Là, j'ai pas eu ce sentiment-là. Je l'ai accepté en négociant les termes, finalement, de ce poste. Très vite, ce qu'on avait convenu avec mon directeur ne s'est pas produit, ce qui fait que la relation s'est très vite dégradée. Comment ça s'est dégradé, justement ? Donc, tu es passé directeur adjoint dans cette agence. Ouais, charge de travail relativement écrasante. Des conditions assez difficiles, avec un emploi du temps très chargé, c'est-à-dire que là, je me retrouvais à travailler, je vais dire presque sans cesse. Beaucoup de débordements d'heures, on va dire, le soir, les week-ends, pour assurer finalement la gestion de la production de l'ensemble de l'agence. Pour que tu comprennes aussi le contexte, l'objectif de ma direction, c'était qu'elle soit totalement dégagée de l'opérationnel. C'est-à-dire que c'était à moi de gérer tout l'opérationnel de toute l'agence. D'accord. Pour que cette direction se retrouve dégagée de ça et puis se concentrer sur le développement. Quand on parle d'opérationnel, on parle de quoi dans ton activité ? Gérer l'ensemble des projets de l'agence. D'accord. C'est-à-dire piloter et s'assurer que tout se passe bien pour l'ensemble des projets de l'agence, que les équipes font ce qu'elles doivent faire, comme elles doivent le faire et qu'elles ont les moyens de le faire.
Et ça reposait sur toi. Et du coup, qu'est-ce qui Ouais. restait à l'agence, à ton directeur, du coup, qu'est-ce qu'il devait aller Plutôt le gérer? développement commercial. C'est-à-dire lui voulait se concentrer, plutôt c'est pas une très grosse agence, hein, puisqu'en tout on était une trentaine, répartis sur plusieurs sites. Moi j'étais surtout avec l'équipe parisienne. Donc lui voulait se concentrer sur le développement commercial, sur de l'innovation, sur ce genre de choses et être beaucoup moins impliqué dans les dossiers, des clients. Moi je prenais finalement, cette partie-là, sachant que j'avais normalement carte blanche pour réorganiser l'équipe, coordonner, l'ensemble des projets, comme je le souhaitais. C'est ce que j'avais négocié, la prise de ce poste. Finalement, la charge de travail a été bien plus conséquente que ce que j'avais pu imaginer. Des conditions difficiles puisqu'il y avait clairement dans cette agence des carences dans notre organisation et qu'il fallait combler. Des mécontentements au niveau de l'équipe et des relations compliquées avec la direction. Et assez vite, finalement, les relations avec mon manager, donc qui était le directeur de l'agence, sont assez vite dégradées avec une forme d'insatisfaction de sa part qui fait qu'il y a une pression et une ambiance délétère. Et ça s'est manifesté comment, cette ambiance délétère? Pour le contrôle absolu, c'est-à-dire que assez vite, d'ailleurs j'ai exprimé une insatisfaction de ma part là-dessus, c'est-à-dire j'avais toujours l'impression d'avoir un œil sur moi. En fait, l'impression d'être surveillé en permanence. Dès que je recevais un mail client, je pouvais recevoir un message de sa part dans les 3 minutes, réponds au client. Tu vois, ce genre de choses. Donc une forme de pression alors que, bien sûr, il était absolument pas nécessaire de faire ce type de relance, hein, j'avais jamais eu de problème pour répondre à des clients ou des membres de l'équipe. Donc du coup, moi je l'ai vécu comme un vrai problème de confiance. Je me suis retrouvé face à quelqu'un qui a commencé à souffler le chaud et le froid. C'est également des comportements de ce qu'on appelle la double contrainte. L'objectif, en gros, pour donner un exemple clair, je devais dégager cette personne de l'opérationnel. Donc de fait, j'ai pris en main les dossiers et je ne l'informais pas forcément au quotidien de l'ensemble des dossiers puisque je gérais ça avec mon équipe. Du coup, je répondais à l'objectif. Malgré tout, lui se plaignait de ne pas être informé. Mais si je l'informais, il était capable de me dire: je te rappelle que ton objectif, c'est de me sortir de l'opérationnel». Donc, quoi que je fasse, de toute façon, je me retrouvais face à une difficulté ou en erreur. Donc du coup, très vite, finalement, tu te sens un peu perdu dans ton organisation. Moi, j'ai dirigé pas mal d'équipes et c'était la première fois avec des projets à responsabilité, très vite, je me suis retrouvé dans une situation assez instable où je ne savais plus comment me comporter. T'as eu des événements comme ça récurrents, et t'en as que certains qui étaient très marquants. Est-ce que t'en as un dont tu te souviens bien, qui illustre ça? C'est des petites choses, mais c'est cette accumulation de petites choses qui fait qu'au bout d'un moment, ça pousse à bout, en fait. Là, j'en ai un qui me vient comme ça. Je me souviens d'une fois, donc on faisait beaucoup de télétravail. Donc du coup, on maintenait le lien vers des systèmes de messagerie type Slack et je me souviens d'un membre de l'équipe qui livre une production qu'il avait fait. C'était des maquettes pour un site internet et j'avais été très impressionné par son travail. Je trouvais que c'était vraiment un bon boulot et donc du coup, je me suis empressé de le féliciter pour son travail dans le canal commun, qui était un canal pour le projet. Très vite, je me suis pris un message en direct de mon directeur qui se plaignait, mais ce qu'il a fait, c'est normal. Pourquoi tu te réjouis autant du travail de quelqu'un qui est payé pour faire ça? Bon, j'ai expliqué que la reconnaissance fait partie aussi du travail managérial et que j'estimais tout à fait naturel de le faire. Surtout que c'était pas particulièrement ostentatoire, hein. C'était genre, bravo pour ton boulot, c'est super, quoi, hein. J'ai pas dû aller beaucoup plus loin, n'exagérons rien. Quelques temps passe, le directeur donc qui s'assurait de la partie commerciale décroche un nouveau contrat, dit à toute la boîte: «On a gagné ce nouveau client». Donc moi je marque un émoticône pouce en l'air et je me prendrai une réflexion qui me dira: «Je ne comprends pas pourquoi tu ne te satisfais pas des conquêtes commerciales». Donc un coup je suis trop expressif, un coup je ne le suis pas assez, donc tu vois, on danse toujours sur un truc, au fur et à mesure de ce type de remarques permanentes, c'est que tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus comment te comporter. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, puisque quoi que je fasse suscite de toute façon un commentaire. C'est du passif-agressif, pas particulièrement agressif lorsqu'il arrive, mais toi tu le vis comme attends, je comprends pas pourtant. Que dois-je faire pour qu'il se satisfasse? En plus, moi je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'attache à être le meilleur soldat, on va dire. Pas j'ai une tendance perfectionniste accrue, donc de toujours vouloir bien faire, respecter les engagements que j'ai pris et mes objectifs.
Donc du coup, ça me perturbe, c'est le genre de choses qui peut assez facilement, me perturber et il y a plein de petites choses, comme ça qui ont pu, me blesser ou, en tout cas qui ont pu, attaquer ma façon de voir mon travail. Par exemple, je te donne un autre exemple. On fait une réunion, ensemble. Donc on fait un CODIR, on fait le point sur les dossiers, sur, le fonctionnement de la boîte, enfin il y a plein de sujets, il y a des RH, il y a de l'opérationnel pur, enfin voilà. On voit un petit peu tout ce qui se passe et pendant cet échange, il me dit que sur les prochaines réunions, avec l'équipe, il souhaite que je ne parle pas. Selon lui, c'est parce que bon, je suis quand même quelqu'un d'assez impliqué dans le travail, donc je pose des questions, j'aime bien, je crois en la force du collectif, donc j'aime bien, poser des débats avec l'équipe, prendre les avis, de tout le monde. Lui, estimait, je pense à tort, que certains pouvaient se cacher derrière, mes questions ou mes interventions, donc du coup, il voulait responsabiliser un peu plus les autres en me demandant de me taire. Enfin, ce qui est absolument lunaire, enfin, sur le coup. Et sur le coup, moi je l'ai vécu, mais là, c'est carrément ma personne qui l'attaque. Je suis comme ça, de fait. Je m'implique et dire à quelqu'un de venir en réunion, pour ne rien faire et ne rien dire, enfin, ça n'a absolument aucun sens. Donc ça se dégrade, donc Ouais. plus en plus de situations d'inconfort, toi en tous les cas. Quoi faire? Donc avec, en plus, t'essayes de prendre des initiatives, on va te le reprocher, t'en fais pas, bah ça va pas non plus, ça va s'accentuer. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des grosses tensions qui émergent entre vous? Oui. Mmh. Ouais, parce que au début, en tout cas, j'avais son oreille. C'est-à-dire que je pouvais parler assez librement avec lui. On était dans cette phase de lune de miel avant qu'il me nomme, Avant le où je divorce. avant le divorce, c'est ça. J'avais bah, il m'écoutait. Je me souviens, enfin, il m'a toujours dit, que j'étais super, que j'avais des super résultats. Il consultait mon avis et tout ça. Quand, j'ai pris ce poste, que la relation s'est, dégradée, j'ai bien vu que, j'étais moins écouté, j'étais beaucoup plus critiqué dans mon travail. Alors que j'avais, pas de problème de performance particulière, au contraire, hein, avec l'équipe, on avait plutôt de bons résultats. Tout ça s'est dégradé et j'ai senti, moi, que même ça m'affectait physiquement. Ça a commencé à m'affecter physiquement. Donc déjà, j'étais un gros bosseur, mais là, surtout, ça commençait à me prendre la tête. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps et j'ai commencé à avoir des insomnies, des problèmes, pour dormir où je ne pensais qu'au travail. C'est-à-dire que je ne pensais qu'à, comment je vais faire ce dossier-là, comment je vais faire pour que lui ne réagisse pas mal à, la situation parce qu'on est dans un contexte un peu difficile avec ce client, parce que si je lui dis qu'il y a un problème, il va péter un plomb. Voilà, c'est un peu toujours de comment je vais gérer la situation. Il suffisait qu'il y ait en plus une charge de travail un petit peu, tendue, au niveau de l'équipe. Bah, pareil, c'est comment on va gérer pour tenir les délais, pour tout ça. Donc tout ça est devenu de plus en plus, fort. Au fur et à mesure, j'ai perdu ma joie de vivre. Quelqu'un de plutôt bavard et plutôt, jovial, on va dire et très vite, d'ailleurs l'équipe me l'a dit, hein, plusieurs personnes: «Bah, tu parles moins là, ça va pas en ce moment?» Enfin, tu vois? J'ai eu des remarques comme ça, «Elles sont où tes petites blagues du matin?» Tu vois? Ce genre de choses. Ça a commencé à se dégrader petit à petit et même moi, je me suis retrouvé à prendre des positions pour ne pas me retrouver en conflit avec ma direction et qui étaient opposées à mon avis ou même mes propres valeurs. Ça se traduit par quoi ça, par exemple, opposé à tes valeurs? Il y avait, certaines pratiques, dans lesquelles, et des discours auprès des clients, dans lesquels je ne me reconnaissais pas et l'équipe opérationnelle non plus. Lorsque, on en parlait avec l'équipe, je me retrouvais à défendre la position, de ma direction. J'estimais en partie que c'était en partie mon rôle, donc directeur adjoint et par loyauté finalement, vis-à-vis de mon poste. Mais, chaque membre de l'équipe savait bien que j'étais plutôt d'accord avec eux. Tu te retrouves aussi, je vais pas dire en conflit, parce que c'est pas le terme, mais, tu te retrouves face à une équipe qui voit bien que tu joues un rôle aussi et ça ce qui facilite pas non plus, ce qui n'a pas facilité ma prise de fonction aussi, vis-à-vis d'eux parce qu'ils ont assez vite senti qu'il y avait, quelque chose qui n'allait pas. Ils connaissaient le personnage, hein, ils savaient, ils ont aussi subi, je suis pas le seul à subir, le comportement de cette personne, un comportement assez toxique. Donc j'ai perdu ma joie de vivre et problème de sommeil et surtout la boule au ventre. Là, Tous tu as les commencé matins. à ressentir, quand tu allais au travail. Ouais. En gros, tous les matins, avant de me lever, c'était: «Je veux pas y aller. Je je ne peux pas y aller». Au début, c'était: «Je ne veux pas y aller», à la fin, c'est: «Je ne peux pas y aller. Je peux pas y aller» et je pouvais passer, 20 minutes, une demi-heure à tourner en me disant: «Allez, vas-y, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles». J'ai toujours réussi et je l'ai fait juste pour l'équipe, pour mon équipe, pour être avec eux parce qu'eux aussi souffraient du comportement de ce directeur et moi, je faisais le tampon, en fait. C'est-à-dire que moi, je protégeais l'équipe et du coup, c'est moi qui encaissais pour eux et pour eux,
Finalement, je me levais tous les matins finalement, quelque part, me dire: «Je peux pas les laisser en face de ce mec-là». Donc tu ressens une manifestation physique, ça devient très compliqué. Ouais. Comment tu continues malgré ça, tu vois? Enfin, L'équipe l'équipe, OK. l'équipe, j'essaye, je pense que je me suis surinvesti encore plus dans le travail pour assurer l'efficacité de l'équipe, tu vois, l'efficacité des dossiers. Ce qui fait que j'ai encore plus travaillé, ce qui pense que je l'ai pas forcément fait consciemment. Donc il faut que ce soit vraiment nickel, tu vois? Et pour qu'on soit absolument irréprochable dans le travail. Parce que j'ai essayé d'alerter, ce qui ne changeait rien. J'ai discuté, avec lui plusieurs fois où je lui ai manifesté mon inconfort face à certains de ses comportements, qu'il admet, hein. Il a admis, être brutal, d'être violent, mais a toujours trouvé le moyen de retourner la situation, pour justifier finalement cette brutalité, même quand je lui disais que moi je ne peux pas tolérer la brutalité, qu'elle soit envers moi ou un membre de l'équipe, ou même que de ma part, que tu vois, ça pourrait pas être acceptable, quoi. Et quand tu parles de brutalité, je suppose, on parle d'élévation de voix ou même de violence physique, ou c'était... Alors pas physique, non, non, ça jamais, mais non, c'est élévation de voix, c'est prise de décision, unilatérale, et très, ferme, autoritaire, mais je vais même plutôt utiliser le terme autoritarisme. Très, on n'était pas de sa part dans des demandes, on était dans des injonctions parfois, ce qui est pas du tout, dans ma nature initiale, et c'est pas du tout d'ailleurs le climat que moi je voulais créer avec l'équipe et que j'essayais de créer avec l'équipe, où on était plus dans l'échange, dans le débat et encore une fois dans le collectif. Il y avait, ce genre de comportement, donc ce qui m'a fait tenir, non, c'était vraiment l'équipe, quoi. C'était vraiment le fait de me dire, parce que, la chance que j'avais, c'est qu'on faisait beaucoup de télétravail, lui était basé dans une autre région, ce qui fait qu'on le voyait assez peu, donc moi j'avais des liens, beaucoup plus directs avec l'équipe, qui fait que c'était plus simple à gérer parce que, on ne le voyait pas au quotidien. Peut-être que la distance a été d'ailleurs un point, aggravant de la situation. La distance facilite pas toujours les échanges, et l'écrit, comme on était beaucoup à l'échange écrit sur des messageries, instantanées, des fois on va vite, des fois on fait pas attention à la forme et c'est mal interprété. Je pense qu'il y a de ça aussi, dans... Tu avais des bonnes relations avec tes collègues directs et de ce que j'ai entendu, donc du coup, ça se passe pas bien, mais du coup, tu compenses encore avec plus de charge de travail, Ouais. plus d'anticipation, encore plus, toujours plus en fait Ouais. Ouais. de toi. Exactement. Et comment on tient? Parce que quand on est on est dans la surperformance, tu vois, dans le Hein? côté... Je saurais pas trop te répondre, en fait. Je sais pas trop. Enfin, je sais pas. J'ai tenu, mais ça s'est dégradé. Enfin, est-ce qu'on peut considérer que j'ai tenu 1 an, vraiment avant que je sois arrêté. J'ai tenu quasiment 1 an, ouais. Mais ça s'est dégradé en 1 an. Là, je te dis, au début, j'ai eu ces problèmes de sommeil. Ensuite, la boule au ventre, permanente, qui s'est amplifiée dès que j'avais une réunion avec lui. Avant, c'était une angoisse pas possible. Que ce soit d'ailleurs qu'avec lui ou même avec du monde, avec des clients, quoi. Juste le fait d'être en réunion, parce qu'il pouvait être cassant et humiliant devant des membres de l'équipe ou même des clients. Donc, il y avait une angoisse assez, permanente. Non, je sais pas pourquoi, mais, et ensuite, d'ailleurs, ça s'est encore dégradé. J'ai eu des moments où je me suis retrouvé, à craquer. Alors, ça m'est arrivé au travail. J'essayais de le masquer, mais ça m'arrivait surtout, quand j'étais seul après le soir chez moi, mon épouse, tu vois, ou le matin avant de commencer la journée, où tu sais, j'y arrive plus, je vais pas y arriver, où là, je me mettais à pleurer. Plus ça allait, plus je me retrouvais, à pleurer pour pas grand-chose. Enfin, tu sais, je devenais hyper émotif. Le moindre truc, la moindre contrariété au travail pouvait me faire vriller et me demander alors, moi j'ai la chance d'être passionné de musique et qui est un défouloir, donc j'en écoute beaucoup et j'en fais aussi pas mal. Donc je pense que ça a pu m'aider à tenir. Tu vois, le fait de trouver un échappatoire et de me défouler avec ma musique, par exemple, ça a pu m'aider. Moi-même, je suis musicien, donc du coup, ça me parle. Donc, tu vois, derrière toi, t'as une guitare, moi derrière, j'ai ma basse. Je comprends tout à fait que la musique, des fois, ça permet de souffler, d'avoir un espace où justement, il y a le plaisir qui revient, et surtout, un moyen de breaker le cerveau, concentrer sur quelque chose, et de plus être dans le travail et d'être dans autre chose, quoi. Parce que j'imagine que ça devait être un peu pour ça que ça a aidé aussi. Ouais, c'est les seuls moments où j'arrivais à ne pas penser au travail. Tout le reste du temps, j'étais en permanence connecté à mon travail, enfin, tu vois, sur mon téléphone, ultra connecté en permanence. Et c'est les seuls moments où je pouvais vraiment me penser. C'était la première partie du témoignage d'Arnaud. Dans le prochain épisode, il nous racontera comment la situation s'est brutalement dégradée, jusqu'à l'effondrement, jusqu'au corps qui dit stop. Il sera aussi question de culpabilité, de reconstruction et de cette phrase qu'il retient aujourd'hui. Je refuse de travailler avec des connards. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.